Eh bien, bonjour à tous et à toutes et merci pour votre présence. Alors, je remercie les organisateurs et peut-être plus particulièrement Michel Tarinto de m'avoir invité à faire cette présentation. Donc, je vais vous parler de la physique du visage, c'est-à-dire peut-être de la physique du physique. Alors, lorsque l'on parle d'un visage, on pense à des individus. Donc, j'ai mis là deux individus, disons, très beaux, emblématiques, presque parfaits, hein, Alain Delon et Audrey Hepburn. Donc, on ne s'attendrait pas à ce qu'on puisse proposer une physique du visage. En quelque sorte, la physique, c'est la science des lois générales et le visage, c'est une question individuelle. Alors, je vais vous expliquer qu'il y a des progrès récents dans la compréhension de la morphogénèse, et en particulier celle des embryons, à la fois la morphogénèse du corps et la morphogénèse du visage, plus récemment, que donc on peut essayer de faire une sorte de loi générale de la formation des visages, étant entendu que chaque individu sera une instantiation d'une loi générale, de même que deux gouttes d'eau ne sont jamais identiques. Alors le visage, bien entendu, c'est un problème intéressant, particulièrement du point de vue humain. Donc le visage, il touche à notre psychologie, à notre personnalité. Nous sommes en perpétuel dialogue avec notre visage dès le matin et avec celui des autres. Vous savez, le cerveau est particulièrement construit pour reconnaître des visages. Il y a des ganglions spécifiques pour la reconnaissance des visages. Alors, indépendamment de la psychologie, le visage est relié à notre identité. Une photo d'identité, c'est par définition un portrait. Alors, le visage, il pose des questions intéressantes d'embryologie, comment ça se développe un embryon, comment il finit avec un visage. Alors évidemment, ça nous amène à des questions de tératologie, malformation. Est-ce qu'on peut espérer réparer des enfants qui ont des malformations du visage? Et il y en a. Ne sont pas très nombreuses en proportion de la population, mais pour ces enfants-là, c'est toute leur vie qui est impactée. Donc la question du visage, elle va aller au-delà de la psychologie, de l'identité, de l'intérêt embryologique, parce que ça va toucher à la médecine et à la chirurgie. Moi, je travaille avec des médecins aussi à l'hôpital Necker, par exemple. Mais évidemment, c'est une question qui peut aussi intéresser la paléontologie. Les oiseaux ont un visage, les singes ont un visage, les dinosaures ont un visage. Donc, comment passe-t-on en fait de ces visages-là, celui d'un poisson par exemple, à celui d'un tétrapode, d'un mammifère, de l'homme? Et évidemment, il y a des questions de génétique. Alors là, j'ai mis deux photos, enfin une photo représentant deux visages. Et il y a beaucoup de gens qui s'amusent à mettre sur Internet la photo de eux-mêmes avec leur mère. Donc ces deux jeunes femmes, il y en a une des deux qui n'est pas si jeune, puisque l'une est la fille de l'autre. Bon, le jeu, le sport, c'est de deviner laquelle est la fille de l'autre. Donc moi, je dirais que peut-être la rousse est la mère de la brune. Mais voilà, donc il y a quand même une question de génétique, puisque même s'il existe une loi générale, eh bien, les pommes ne tombent pas loin de l'arbre, comme disait ma mère, les chats ne font pas des chiens, et les enfants, souvent, ressemblent beaucoup à leurs parents. Donc il y a quand même des déterminants. Alors, en biologie, on fait une description, par exemple, si on cherche la description des organes des sens, puisque le visage est beaucoup constitué des organes des sens, les yeux, les oreilles, le nez et la bouche aussi est un organe des sens. Mais beaucoup d'animaux ont beaucoup plus d'organes des sens. J'en dirais peut-être un mot, mais il y a des animaux qui ont d'autres organes des sens. Par exemple, les raies ont une quantité d'orifices qui sentent l'électricité, ça peut aller jusqu'à 300. Donc, les animaux plutôt anciens, au sens de l'évolution, avaient plutôt beaucoup plus d'organes de sens que nous aujourd'hui.
Si on va chercher en biologie d'où viennent les organes d'essence, eh bien, on trouvera des choses comme ça. Donc, l'image ici à gauche. Alors, je vais passer en mode plein écran. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est la blastula. Donc, c'est une représentation de l'embryon au stade blastula. Et il y aurait à la surface de la blastula une sorte d'épaississement cellulaire qu'on va appeler des placodes qui, au cours du développement, vont se projeter sur autant d'organes. Donc, typiquement, il existerait une placode pour les yeux, pour les oreilles, une placode pour le nez, pour le nerf trigéminal, pour la mâchoire, enfin des choses comme ça. Et un ensemble de mouvements, l'histoire du développement va amener ces placodes à former des organes. Donc ici, j'ai reproduit une planche d'embryologie. Vous voyez, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait, mais au fil du développement, on va voir apparaître la face à partir de quelque chose de rudimentaire. Alors voilà d'autres exemples de choses qu'on peut trouver dans les livres, les manuels d'embryologie ou sur les sites web. Donc voici des stades à gauche plutôt tôt, des stades primitifs, disons, au cours de l'ontogénèse, au cours du développement. Et donc des trous qui forment les yeux, des trous qui forment les narines, un grand trou qui forme la bouche. Et ces choses-là coalescent, cicatrisent en quelque sorte, pour former le visage. Donc on voit que ce qui est décrit est à la fois très précis, organisé, flexible et déterministe. Il n'y a aucun hasard là-dedans, aucun hasard. Des milliards de femmes font des milliards d'enfants à coup sûr. Ce n'est pas là qu'est logé le hasard. Une fois que c'est commencé, le processus de développement, il est déterministe. Tout est absolument exact. Mais c'est quand même pas très clair parce qu'on vous montre ces planches, mais nulle part n'est expliqué qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le moteur de ces mouvements? Que sont ces mouvements? Comment on passe de quelque chose qui est une placode à un nez? Le principe de formation du visage n'est pas explicité. Alors peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de principe. Mais pour un physicien, un embryon, c'est une espèce de masse molle, c'est une sorte de gel, et les déformations résultent de force. Donc tout ça doit pouvoir se comprendre par des lois de la physique. Alors on trouve même sur Internet, vous pourrez aller le voir, un film, je crois que ça a été fait par la BBC. Donc c'est un film d'embryogénèse du visage humain. Il est très impressionnant, mais il est trompeur, voire faux, parce que ce sont des embryons issus d'avortements, ce sont des avortons. Donc chaque image dans ce film est un embryon différent. Et ces images ont été retraitées pour pouvoir les superposer et faire une sorte de film. Mais les mouvements que l'on voit ne sont pas réels, ce sont des mouvements artificiels reproduits par la superposition des plans, mais ce ne sont pas les vrais mouvements d'un embryon. Et c'est assez différent parce que les mouvements tangentiels, par exemple, échappent à une simple superposition. Alors, les embryons dans les manuels d'embryologie sont représentés avec des planches de staging, comme on dit, c'est-à-dire tous les stades embryonnaires. Ce sont des stades qui ont été, disons, définis. Il y a une nomenclature, donc ça permet de se repérer quand on a un embryon ou un fœtus à un certain stade. Et donc, vous voyez que la tête de l'embryon et le corps se forment très très tôt. Par exemple, ici, au stade 15, il y a déjà une tête avec des yeux, des oreilles, un nez, des petites pattes, une queue. En fait, tout est très petit. Vous voyez l'échelle ici, c'est 5 mm. Et à ce stade-là, par exemple, au stade 15 ici, tous les animaux se ressemblent. Et c'est un peu sur le tard qu'ils vont commencer à être différents les uns des autres. Alors, à quel moment apparaît vraiment le corps d'un embryon? Ça apparaît très très tôt, en fait, ici au cours du 20e jour, mettons, chez un humain, au cours du deuxième, troisième jour chez un poulet. Donc, en fait, la formation du corps d'un animal est un phénomène, vous allez voir, très rapide.
Alors, c'est difficile de vous montrer des films in utero du développement d'un homme, parce que ce sont des films très difficiles à prendre, mais c'est aussi très difficile à dater, puisque les dames ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes avant plusieurs semaines, voire un mois ou deux, et donc déjà l'essentiel est déjà fait. On me dit c'est vers le 20e jour. Donc les retards de règles, si c'est le 28e jour, vous voyez que c'est déjà fait en fait, la maquette, l'ébauche animale. Alors, pour les besoins de la cause, on va utiliser des poulets. Donc voilà le même type de poster pour la nomenclature pour le poulet. Et donc, moi, je vais vous montrer à peu près tous les stades de développement jusque, je ne sais pas, jusque par ici, là, jusqu'au stade 29. Donc, on va voir la formation du corps et de la tête d'un embryon en dynamique. Et je vais essayer de vous faire comprendre tout ce qui se passe. On va voir beaucoup de choses. Alors voilà la formation plus précisément de la tête d'un poulet. Si vous la filmez in vivo et puis vous prenez des snapshots, des clichés à intervalles réguliers, vous allez voir quelque chose comme ça, un truc informe qui a l'air d'être une espèce de pli. Et puis petit à petit, vous voyez se former une tête et là, vous reconnaissez l'œil et la bouche ici peut-être, et peut-être ici on devine le nez. Donc on voit bien que avec des clichés, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter le mécanisme général de formation d'une tête, ses déterminants, ses paramètres. Et puis, une fois qu'on a compris ça, eh bien, ça dira un peu quelque chose de l'évolution. Mais on va étudier la dynamique. Donc, on va faire ce qu'on appelle de la chronophotographie, du time-lapse, de la vidéo. Donc, ça va être assez récréatif parce que ça va être quasiment que du cinéma. Alors ici, à gauche, il y a un poisson qui s'appelle une lamproie, ça se mange. En anglais, le nom vernaculaire du poisson, c'est the flute fish, le poisson flûte. Alors, vous voyez pourquoi? Parce que c'est une espèce de tube avec des trous. Ça ressemble à une flûte à bec. Et ici, nous retrouvons un Lindelon. Donc, il y a quand même une question qui est comment la nature passe-t-elle de la lamproie à un homme? Alors, évidemment, la lamproie n'est pas l'ancêtre de l'homme. Mais enfin, il y a des poissons assez primitifs, ressemblant pas trop mal à des lamproies qui sont les ancêtres de l'homme. Donc, il y a quand même une mécanique du développement que l'on doit pouvoir expliquer qui distingue la lamproie de Alain Delon. Donc, c'est ce genre de choses que je vais adresser. Alors, moi, je vais vous faire une approche physique du problème. Donc, moi, je suis physicien. La tenségrité, c'est la combinaison des tensions et des compressions. C'est une question de physique. Donc, je ne sais pas si tout le monde est physicien dans l'assistance. Je vais essayer de m'adresser à des non-physiciens, mais avec un point de vue de physicien. Donc, moi, je vais vous parler en fait de biomécanique, de la formation des animaux. Donc, dans une première partie, je vais vous parler de la formation du corps. Ça va nous permettre d'établir les bases physico-biologiques. Et puis, vous comprendrez assez vite après la formation de la tête. Donc, en gros, il va y avoir deux exposés qui vont se traduire par le fait que je vais changer de PowerPoint au milieu parce que les films occupent beaucoup d'espace et donc je ne peux pas tout mettre sur une seule présentation. Mais d'abord, je vais vous parler de la formation du corps, puis de la formation de la tête. C'est une distinction qui est peut-être arbitraire. La biologie, est-ce qu'elle sait la différence entre la tête et le corps? Ma foi, non, c'est une distinction que nous faisons. Mais on va voir que cette distinction n'est pas complètement arbitraire. Il y a quelque chose de physique qui va jouer un rôle. Alors, l'approche de physicien dans ce genre de problème, c'est de dire, si vous avez quelque chose qui est le résultat final, c'est le résultat final d'un processus. Et donc, la première chose qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle techniquement la configuration de référence. C'est-à-dire, c'est quoi votre condition initiale? Rien ne vient de rien. Tout est une évolution. La biologie du développement, ça obéit, je dirais, plutôt à la philosophie chinoise qu'à la philosophie grecque. C'est-à-dire qu'un embryon, ça n'a pas d'essence. Ce n'est pas un objet, c'est quelque chose de perpétuellement changeant. C'est une sorte de fluide. Donc, il faut quand même se donner une configuration de référence et à partir de là, il se passe des trucs. Bon, ce qui s'est passé avant, on ne va pas le traiter. Donc, moi, je ne vais pas vous expliquer l'origine de la vie.
par exemple. Je ne vais pas vous expliquer l'origine des ovules. Je ne vais pas vous expliquer l'origine d'une cellule. Je ne vais pas vous expliquer l'origine des spermatozoïdes. Je ne vais pas vous expliquer l'origine de la reproduction sexuée. Mais je vais tout vous expliquer à partir de l'ovule fécondé et de ce qui se passe après. D'accord ? Alors, un objet matériel qui change, et nous sommes des objets matériels, s'il change, il change comment, pourquoi ? Alors, le comment, il va être plutôt relié à la loi constitutive du matériau, c'est-à-dire c'est quoi cette matière dont on parle. Et ça, en physique, on appelle ça la loi constitutive du matériau. C'est quoi la loi constitutive du matériau ? Quel genre de matière ? Bon, alors on va voir que c'est de la gélatine. En fait, c'est une espèce de confiture. C'est un gel. En gros, les embryons, quand ils se fabriquent, même jusqu'à un stade assez tard, ça a la consistance de la méduse à peu près. C'est d'ailleurs pour ça que c'est possible de le faire, parce que c'est très très mou. Et pourquoi ça change la configuration de référence ? Si il n'y avait pas de force, il ne se passerait rien. Si la configuration de référence change, c'est qu'il y a des forces. Donc, il faut connaître la distribution de force qui va causer le changement de force. Voilà. Alors maintenant, si vous avez 1, 2, 3, et puis vous laissez le système se développer, avec un peu de chance, il est en quelque sorte instable, et le truc il change, et avec un peu de chance, il y a un attracteur de la dynamique, ce qu'on appelle un attracteur, c'est-à-dire ça va donner un résultat. Il y a des choses qui ne donnent pas de résultat, il y a des choses qui tournent tout le temps, qui n'en finissent pas de tourner. Les planètes, elles tournent sur leur orbite. Bon. Mais les embryons, ça finit par devenir un être qu'on peut identifier comme un individu, et vous allez voir, c'est l'attracteur d'une certaine dynamique. Alors, le phénomène lui-même dont je vais vous parler, il n'y a aucun hasard dedans. C'est de la physique classique, déterministe. C'est de la physique à la papa du 19e siècle. Par contre, il y a du hasard dans les paramètres, ce que fait l'évolution avec les rayons cosmiques, les mutations, les erreurs de réplication, les virus qui viennent s'insérer dans le génome, etc. Ça modifie un certain nombre de paramètres qui, eux, sont modifiés au hasard de génération en génération, qui vont vous expliquer pourquoi les animaux changent. Alors, évidemment, cette présentation de physicien, en tout cas d'un certain type de physique, la biomécanique du développement, ça m'oblige à contourner la biologie, je dirais peut-être presque à la court-circuiter. Là, j'ai représenté à gauche l'arbre du vivant. Bon, il y a beaucoup de biologie là-dedans, et beaucoup de hasard, et beaucoup de choses que je ne vais pas traiter. Ici, en haut, j'ai mis un tableau tel que les gens les génèrent aujourd'hui de toutes les interactions entre les gènes, du développement à l'intérieur des cellules, avec les up-régulations, les down-régulations, les feedbacks positifs, négatifs, etc. Je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est quelque chose de très compliqué, qui a sûrement sa raison d'être et son sens. Mais moi, je vais vous montrer qu'on peut comprendre la formation des animaux sans savoir presque rien des interactions génétiques. Et ici, en bas à droite, je ne sais plus trop ce que c'est, mais enfin, c'est le diagramme de énergie d'interaction moléculaire entre je ne sais pas quel ligand et je ne sais pas quel... c'est de la protéomique. Eh bien, je ne vais pas vous en parler non plus. Donc, on va faire de la biomécanique du développement à l'échelle mésoscopique. On ne va pas aller dans les protéines, ou très, très peu. Et on va voir qu'on peut dire quand même beaucoup de choses sans traiter la question moléculaire. Alors, les progrès récents, c'est l'élucidation du mécanisme de formation du corps par l'exercice de force physique à partir d'une condition initiale qui en fait est très simple. C'est-à-dire la configuration de référence pour la formation des animaux, c'est un disque en anneau. Donc la géométrie de départ qui va permettre de faire des animaux, elle est assez simple. C'est un disque avec des anneaux. Le matériau, c'est un gel viscoélastique, le type un peu cristal liquide, c'est-à-dire il y a des polymères dedans. C'est un gel de polymère. Et les forces, les disques, la géométrie, c'est un disque en anneau. Eh bien, les forces aussi sont en anneau. Donc, si vous avez un disque avec des anneaux et vous avez des forces en anneau, si tout ça se contracte, il y a des tractions, des forces qui sont exercées dessus, des tensions,
Et il existe un attracteur, c'est ce qu'on appelle un animal, un poisson, un poulet, etc. Donc pour un poulet, qui va être l'animal que je vais décrire, mais c'est la même chose pour d'autres, la référence, ça s'appelle en biologie le blastodisque, donc c'est dire à quel point c'est un disque. Donc on le voit à l'œil nu sur un œuf fécondé, hein, voilà, ça c'est un jaune d'œuf tout bêtement, et vous voyez qu'il y a des anneaux concentriques. Donc si vous regardez de plus près avec des outils ad hoc, vous voyez que une blastula, un blastodisque de poulet, c'est une galette ronde qui fait quelques millimètres dans laquelle il y a des anneaux concentriques. Et ces anneaux concentriques, ils ont une couleur qui est différente parce qu'ils ont ce qu'on appelle une densité optique différente. Il y a des anneaux un peu laiteux, des anneaux très transparents, des anneaux un peu moins transparents. Et en fait, cette propriété physique, elle est liée à la composition, à la structure de ces anneaux. Donc, quand on regarde la matière dont sont faits ces anneaux, il y a un disque central de petites cellules, un anneau de moyennes cellules, un autre anneau de grandes cellules, un autre anneau de très grandes cellules. Donc, vous voyez que déjà, la configuration de référence pour faire un animal, celle dont je vais partir, elle a déjà une structure interne, c'est des anneaux concentriques. Alors, si vous prenez un animal qui n'est pas un disque au départ, comme par exemple une grenouille, on la voit de profil ici, vous voyez qu'il y a une espèce de structure en empilement d'anneaux. Hein. Il faut imaginer des anneaux comme ça, hein, dans la direction azimutale, on va dire. Et là, il y a des petites cellules en haut, des moyennes cellules et des très grosses cellules. Donc, les amphibiens, ils ont une structure un peu comme ça. Et le poulet, il va avoir une structure un peu comme ça, les amniotes. Donc, en gros, les amniotes, c'est-à-dire les animaux qui se développent dans un sac amniotique, c'est un peu, vous savez, ces abat-jours chinois en papier de riz qu'on peut plus ou moins plier. Bon, un amniote comme un poulet, c'est une grenouille aplatie suivant l'axe d'épaule. Alors, les souris, ils ont plutôt une forme en tonneau, mais c'est des nuances. Alors, d'où ça vient qu'il y a une structure comme ça? Ça vient du fait qu'au départ, vous avez un ovule fécondé et ça clive. Donc, il y a des divisions cellulaires. Et ces divisions cellulaires ne sont pas appelées des mitoses. Les mitoses, c'est quand quelque chose se divise, ça grossit, ça devient gros, ça divise, ça grossit, ça devient gros, ça divise. Ce n'est pas comme ça dans les embryons. Les embryons, vous avez un gros œuf et il se casse en petits bouts à volume constant au début. Et à volume constant tout le temps pour certains animaux qui n'ont pas de réserve. Donc, vous avez des animaux qui ont des réserves, comme les oiseaux, les reptiles, les crocodiles, les serpents, ça pousse dans des œufs où il y a beaucoup de jaune. Vous avez des animaux qui profitent de la mer, c'est les mammifères. Et vous avez des animaux qui n'ont rien, ils ont juste un œuf et pas plus. Alors, ces animaux-là, ils font des clivages à volume constant. Alors, vous voyez que quand vous clivez à volume constant une masse, ça développe une structure interne avec une sorte de pavage qui ressemble un peu à une tour de Hanoï, on va dire. C'est un pavage qui, en fait, a des espèces d'anneaux avec des petites cellules, des moyennes cellules, des grosses cellules. D'accord, c'est un peu comme les chaussées de géants là, en Islande. Vous avez une espèce de pavage assez régulier. Ce n'est pas n'importe quoi. Avec un gradient de taille des morceaux. Alors ça, c'est dû à la période de division. Les petites cellules, c'est celles qui se divisent plus vite. Et les grosses cellules, c'est celles qui se divisent moins vite. Donc en gros, vous avez des cellules qui se divisent vite au centre, et puis après des cellules qui se divisent moins vite, puis des cellules qui se divisent moins vite. Et ça vous fait une espèce de tour de Hanoï assez régulière. Alors qu'est-ce qui se passe à partir de cette configuration initiale? Alors il se passe ça se met à tourner. Alors, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde que ça tourne. Vous voyez, il y a une espèce de grand moulinet qui se met en route. Alors, ça part vers le haut, ça part aussi vers le bas un petit peu. Donc, quand on fait la superposition des plans de la chronophotographie, on voit ça. Donc, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. Il y a des espèces de grands tourbillons ici. D'accord ? Un peu vers là. Là, il y a ce qu'on appelle un point col. Donc, c'est un écoulement. C'est très banal en physique. C'est un écoulement tourbillonnaire. C'est un gel très fin qui tourbillonne. Alors, pourquoi est-ce qu'il tourbillonne? Il tourbillonne parce qu'il y a un des anneaux
qui est situé sur le bord qui tire. Donc, en gros, dans cette image-là, il faut imaginer que ici, vous avez un anneau qui se contracte et en se contractant, il enroule tout le système. D'accord ? Donc, je reviens ici. Je ne sais pas trop où ça va démarrer. Ça démarre là. Cet anneau-là, ici, ça se contracte. D'accord ? Et la région qui se contracte, elle engraine la galette molle viscoélastique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça continue et il y a une espèce de trou qui apparaît qu'on appelle le premier sillon, dans lequel une partie de cette gélatine rentre. Donc, il y a une espèce de tectonique des plaques. La gélatine, elle rentre dans une espèce de trou. Je vous spoil la fin. Le trou, ça va être l'anus. Donc, en gros, vous avez une galette molle qui tourne et il y a une espèce de point de subduction. Il y a une partie de la confiture qui rentre dans le trou. D'accord ? Et vers la fin de cette subduction, ça prend du volume. Vous voyez, là, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat, et oh, il se passe un truc, ça prend du volume. D'accord ? Ça change, ça prend du volume. Alors, donc, je reviens ici, je vous montre juste un exemple de calcul. Vous avez un écoulement viscoélastique, donc c'est après de la confiture, si vous voulez, et puis vous mettez une force qui tire sur le bord, et vous engendrez des espèces d'écoulements, ça s'étire vers l'arrière, ça s'enroule vers l'avant, les anneaux commencent à être déformés. Donc ça, c'est un calcul exact, mais très simpliste. Et on peut faire des calculs plus compliqués avec des modèles d'éléments finis. Vous avez des disques concentriques et vous avez une sorte de ceinture ici, ou de cordon qui tire, ça s'enroule. Donc il faut ce qu'on appelle un écoulement lent, visqueux, de Stokes, un terme de tension, avec en espèce un maximum dans la région anale. Pour que ça tire dans la direction de l'anus, ça veut dire que ça tire un peu plus fort vers l'anus. D'accord ? Donc, en gros, une configuration initiale très simple des anneaux, un matériau viscoélastique très simple, un liquide, et un terme de force très simple, ça tire en anneau, ça tire un peu plus fort vers l'anus. Ça suffit comme description à expliquer ce qu'on voit au début. Et ça explique très bien. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc, ça veut dire que vous voyez ce système qui est un poulet, qui quand même est un animal qui est là depuis longtemps, qui a évolué au cours de 600 millions d'années. En fait, la description du prototype est très simple. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Alors ça, c'est la phase de subduction. On voit que ça rentre dans un trou qui a une forme de fente. D'accord ? Et à la fin, le trou, les cellules sont alignées le long du trou, ça commence à tirer et il se passe quelque chose. Ça commence à tirer. Donc, on a à peu près réglé le premier phénomène qui est ces enroulements qui se produisent dans les angles. Si vous voulez savoir quelle était l'origine de l'homme, c'est ça. C'est le fait qu'il y a des tourbillons viscoélastiques. Donc, il y a des tourbillons qui vont vers l'anus, il y a une subduction, après il y a une traction, et vers la fin de cette traction, des plis apparaissent. Donc, la traction, en gros, c'est tout le bord du trou et la gélatine qui est rentrée, qui se contracte. Au début, ça se contracte comme ça, mais comme ça rentre dans le trou, la contraction, elle prend la forme du trou et ça continue, ça tire sur la surface. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on tire sur une surface? Alors, il se passe ça. Voilà, donc voilà 6 heures à peu près de traction. Et vous voyez que si je tire sur une galette molle pendant 6 heures, je fabrique quelque chose qui ressemblerait bien à une petite larve. Il y a déjà le début des yeux, le début du cerveau, quelques ébauches de vertèbres ici. Là, ça va être les joues. D'accord ? Donc, en fait, c'est assez simple de former un embryon. Il suffit de tirer pendant quelques minutes. Par exemple, ici, j'ai une feuille de caoutchouc. Vous voyez, je tire sur une feuille de caoutchouc et vous voyez que ça prend des plis. Eh bien, c'est ce qui se passe dans un embryon. La feuille très molle, on tire dessus, les cellules tirent dessus, et ça se plie. Mais ça se plie d'une façon très précise, qu'on appelle un embryon. Alors ça, c'est une vue de dessus du pli. Ça, c'est une vue plutôt de dessous. Et vous voyez se former une espèce de cavité sous la tête
cette cavité va se propager, ça va être la cavité des viscères. Dedans, vous allez avoir l'ésophage, l'estomac, les intestins, tous les organes vont remplir cette espèce de cavité qui se forme là. D'accord ? Ce n'est pas le même embryon, mais c'est vraiment exactement au même stade. Alors, si on laisse se poursuivre la contraction, vous voyez que ça continue et ça fait 1, 2, 3, 4 vertèbres. Alors, je ne sais pas combien on a de vertèbres, les humains, mais peut-être au moins une trentaine. Et certains serpents jusqu'à 200 vertèbres. Vous voyez que c'est le mécanisme se perpétue. Et vous pouvez arrêter plus ou moins tôt la traction. Vous allez faire un animal avec plus ou moins de vertèbres. Donc ça, c'est pour la partie corps. Et ça, c'est plutôt la partie avant, la partie tête. Vous voyez, ces mouvements, il se passe des tas de trucs là qu'on va voir en détail, mais qui vont fabriquer la tête. Et ici, donc tout ça, c'est moins d'un jour, hein, même moins de 12 heures. Donc c'est très rapide. Donc on va regarder un peu plus en détail la formation du corps. Il y a tous ces mouvements, mais qui ont l'air tout à fait déterministes. Et moi, je vous ai dit au début, il y avait un anneau de petites cellules, un anneau de moyennes cellules, un anneau de grosses cellules. Qu'est-ce qui deviennent dans ces mouvements? Alors, c'est des mouvements très lents, il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas de brassage. Et si on va regarder un peu plus en détail la région là, on voit qu'il y a les grosses cellules, là, il y a les moyennes cellules, là, il y a les petites cellules. Donc, en fait, le système se déforme un peu comme du gâteau marbré. Vous avez des zones un peu différentes des autres, mais vous tournez, vous tirez. Ça ne se mélange pas, la frontière se déforme, la frontière prend la forme de l'animal, mais vous avez une frontière de moyenne à petite cellule, une frontière de grosse à moyenne cellule, une frontière de très grosse à très moyenne cellule. Elles sont conservées et ces frontières prennent un peu des formes de guitare ou de contrebasse qui va être la forme de l'animal. Donc pour résumer, la traction commence, il y a des plis, et ces plis suivent des frontières entre cellules. Alors, ce n'est pas évident sur cette photo. Ça se propage et ça vous fait un animal où il y a des fonctions différentes qui vont être séparées par des frontières qui sont des plis. Et les fonctions vont être exécutées par des cellules différentes, puisqu'on a vu que les cellules sont différentes. Alors, je vous ai dit qu'il y a des plis, des frontières, et que ça plie aux frontières entre les cellules. Alors, on ne le voit pas nettement dans le film, mais là, c'est pris en plus gros plan, plus proprement. Voilà un embryon qui est en train de faire ses plis. Donc, les plis sont partiellement faits. On voit que ça tournicote, comme je vous ai décrit. Et on voit qu'il y a un pli. Et là, il y a des petits grains. Là, il y a des gros grains. Donc, vous voyez en plus gros plan. Ici, il y a des petits grains. Là, il y a des gros grains. Et si je zoome, je vois que le pli qui est en train de se propager, alors, vous voyez, il est flou parce que c'est 3D, là. Donc, j'ai ma subduction. Le pli, il sépare bien les cellules que je vois là assez grosses des cellules que je devine à peine ici sont beaucoup plus petites. Donc, vous avez des plis qui cassent, pour ainsi dire, exactement sur les frontières entre types cellulaires, suivant le dessin qui était préétabli. Lequel dessin dans la blastula, c'était que des cercles. D'accord? Alors, pourquoi les plis cassent exactement à ces endroits-là? Donc, voilà des embryons, on les sort et puis on les fait plier une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, avant qu'ils aient plié. Donc, avant que l'embryon ait choisi lui-même de se plier, on peut le forcer à plier avec des petits outils et on voit qu'il y a un contraste de couleurs. Les petites cellules et les moyennes cellules n'ont pas la même couleur. C'est dû à la densité. Et en fait, cette densité, elle est reliée à l'élasticité. Et si je plie la surface de force, vous voyez que ça plie toujours exactement au même endroit, à la frontière entre les types cellulaires. Voilà un autre ici. Donc en fait, le plan de fabrication, il est caché dans ce qu'on appelle les contrastes d'élasticité. Le contraste d'élasticité, c'est ça qui fixe la position des plis. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle l'effet manche de chemise. Quand vous avez une chemise avec une flanelle un peu molle, et puis au bout vous avez un poignet, vous avez toujours un pli de la chemise entre le poignet qui est raide et la flanelle qui est molle. Alors, pour prouver que c'est effectivement plus raide d'un côté et plus mou de l'autre, on fait, au lieu de forcer à plier, on tire. Et quand on tire comme ça sur
des embryons, quand on tire comme ça sur des embryons, on va mesurer l'élasticité puisque quelque chose de mou s'allonge plus que quelque chose de dur. Donc, on tire et on mesure l'allongement et on voit ici que l'allongement, alors évidemment, si ça s'allonge beaucoup, c'est mou, si ça ne s'allonge pas beaucoup, c'est raide. Donc la pente, c'est la mollesse. Ce n'est pas très pentu, c'est raide, c'est très pentu, c'est très mou. Donc la pente, c'est la mollesse. Donc ça, c'est la mesure de l'allongement quand je tire et on voit que c'est raide au centre de l'embryon et c'est mou sur les bords. Donc les embryons, c'est dur, mou, encore plus mou, encore plus mou. Donc la tour de Hanoï, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une tour de Hanoï de rigidité. Elle est faite avec du bois, ma tour de Hanoï. Ah ben, elle ne devrait pas être faite avec le même bois. Elle devrait être faite avec du bois de plus en plus mou quand je vais vers le bord. Ça, c'est une carte en couleur. Donc, point par point, on peut mesurer les élasticités et montrer qu'il y a cet effet tour de Hanoï dans l'embryon. Évidemment, la tour de Hanoï, les marches d'élasticité, on peut voir qu'il y a des grandes cellules ici, des moyennes cellules là, et on peut voir qu'effectivement, on passe des petites cellules aux grandes cellules, ce n'est pas infiniment raide, il y a une espèce de genou. Donc, le principe de la formation des embryons, c'est une espèce de caoutchouc qui présente une zone dure au centre. Et cette zone dure, quand je tire sur le caoutchouc, elle sert en quelque sorte de guide pour le pli ou de réfraction. Et le pli va être exactement accroché sur les bords de la zone dure. Et vous allez vous retrouver avec un tube neural qui va être rigide, sur les flancs, quelque chose d'un peu plus mou, et le ventre va être très, très mou. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est que la formation des animaux, c'est une configuration de référence en anneau qui va se projeter dans un espèce de corps par un mécanisme de pli aux marches de contraste d'élasticité. Alors évidemment, les cellules dont j'ai parlé, les grandes, les moyennes, les petites, les grandes, elles font de la digestion, les moyennes, ça fait le corps, le muscle, etc. Et les petites, elles font le cerveau, les nerfs. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, le physicien, je ne peux pas vous dire pourquoi la taille des cellules joue un rôle dans leur fonction. Je comprends que ça joue un rôle dans leur différenciation, puisque pour différencier les cellules, il faut les diviser. Donc, plus je les divise, plus je les différencie. Donc, c'est normal que les cellules petites au centre, qui correspondent aux cellules nerveuses, soient plus différenciées, puisqu'elles se sont plus divisées. Et c'est normal que les cellules qui se sont moins divisées soient digestives, parce que c'est les moins différenciées. Donc, en gros, la fonction la plus primitive, c'est la digestion, et la fonction la plus élaborée, c'est la pensée. Ça correspond au fait qu'il y a plus de cycles de division quand je vais vers les fonctions les plus élaborées. Mais moi, je ne sais pas pourquoi les petites cellules pensent et les grosses cellules digèrent. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Alors, les oiseaux sont des amniotes, ils se développent dans un sac. Donc, dans l'image que j'ai représentée là, il y a le corps tel qu'on a vu se former dans les petites vidéos. Ces vidéos sont disponibles sur Internet, elles seront disponibles sur le site du Congrès, mais il y a déjà certaines de ces vidéos qui sont visibles sur Internet. Vous pouvez les revoir autant que vous voulez. Ça concernait la formation ici du corps, et même pas des yeux et tout ça, simplement l'axe du dos, quelques vertèbres, d'accord. Mais au fur et à mesure de sa formation, on a vu qu'il y a une espèce de petite queue qui apparaît, et ce qui se passe, il se passe la chose suivante, la queue gratouille la surface, et l'anneau d'après se contracte. Vous vous intéressez à la tenségrité, donc vous savez qu'il y a des tensions. Et ici, vous avez une tension qui est exactement en forme d'anneau. Et une tension en forme d'anneau, ça suffit à faire un gousset, un porte-monnaie, un sac. Donc l'origine du sac amniotique chez les oiseaux, c'est la contraction de l'anneau périphérique. Alors, il se contracte ici du côté de la queue, il se contracte ici du côté de la tête, et évidemment, les deux anneaux se rejoignant, vous faites un sac qui enferme l'animal. Vous voyez, c'est très facile de faire un animal dans un sac. Vous avez des anneaux concentriques, vous tirez dessus, le résultat, c'est
un animal dans un sac. Ce n'est pas évident comme logique. Alors évidemment, ce sac, il se ferme, se ferme, se ferme jusqu'à devenir ponctuel. Et quand il est ponctuel, le sac est complètement fermé. Maintenant, il y a des animaux chez qui le sac se ferme mal. À ce moment-là, vous allez avoir des fœtus atrophiés avec des maladies, les poumons tout petits, etc. Là, c'est un petit film qui vous montre le moment exact où ça devient 3D. Alors, évidemment, vous allez me demander, mais pourquoi il y a ces tensions? Donc, je vous ai dit, il y a des anneaux. Les anneaux, c'est de la géométrie. Les anneaux ont des cellules différentes, donc ça, c'est de la différenciation. Les anneaux ont un nombre de divisions différentes, donc ça, c'est plutôt le cycle cellulaire. Mais ces anneaux exercent des forces différentes. Ça, c'est la dynamique. La dynamique, c'est encore une autre question. Donc, quand on va voir les anneaux de très près, avec un plus fort grossissement, on voit qu'il y a ces espèces de petits filaments. C'est comme des protomuscles, comme des prototendons. Et vous avez des cellules qui, effectivement, s'alignent en faisant des rubans ou des ceintures. Et c'est des cellules un peu allongées, un peu fibroblastiques, comme vont l'être des muscles, et ça tire. Et ces alignements tirent de façon coopérative. Donc, vous avez des tensions. Mais vous avez des tensions dans une masse qui a son métabolisme, qui essaie de grandir. Donc, vous avez une pression dans le tissu qui a plutôt envie de grandir, mais qui est soumis à des tensions qui sont plutôt en train de le contracter pour le réorganiser. Donc, vous voyez que la tenségrité ici, c'est le fait que vous avez un objet qui ne sort pas de l'œuf, donc la moyenne est nulle, la moyenne des forces est nulle, ce n'est qu'une réorganisation, et cette réorganisation, c'est un espèce de dialogue, de tango entre des anneaux qui se contractent dans une masse dans laquelle il y a de la pression. Alors là, c'est le moment exact où ça devient tridimensionnel. Vous voyez, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Et votre ceinture est devenue franchement un cordon. Et ça y est, c'est 3D. Vous voyez, donc vous avez un plan, vous le contractez et il va voiler, comme on dit, flamber à 3D. Et ça va devenir un sac. Ici, dans ce film, l'embryon est beaucoup plus bas dans la vidéo. Alors, on va revoir ce film. Vous avez la queue qui gratouille la surface. Hop, ça plie. Et vous voyez que ça n'a pas plié que. Ça ne plie pas que ici, là, sur le bord, qui va faire le sac amniotique. Ça plie aussi sur le bord ici. Le bord qui va faire le voile des nageoires et des pattes. Donc ici, ce sont les pattes. Donc les pattes, c'est un espèce d'anneau que vous retrouvez dans vos ongles. La succession de vos ongles, c'est le souvenir d'un anneau qui sépare votre peau ventrale de votre peau dorsale. Dans l'embryon, la peau dorsale est enchaînée avec la peau ventrale et le long des ongles, ça plie et vous vous retrouvez avec une face palmaire et une face dorsale. Mais dans l'embryon, tout est allongé, aligné à plat. Donc, si je reprends cet embryon, vous voyez que là, la peau dorsale est ici, la peau ventrale est là, tout est en série, tout est en séquence, tout est à plat, les objets les uns derrière les autres, et ça plie pour devenir dorsal d'un côté, ventral de l'autre. Et l'embryon, il se développe sur le ventre, tout est plat, et le ventre se ramasse pour devenir franchement ventral, mais le dos reste dorsal. Donc, si je reprends mon schéma, j'ai un peu plus d'anneaux que ce que je croyais. Il y a un anneau qui va devenir le sac amniotique, et en réalité, cette peau ici que j'ai représentée en vert, en fait, elle a deux anneaux, un anneau dorsal et un anneau ventral. Sur certains animaux, ça se voit très bien, puisque souvent le dos est noir et le ventre est blanc, sur certains cétacés par exemple, ou bien, si vous regardez les oursins, la peau dorsale a les épines, la peau ventrale n'en a pas, et il y a un muscle qui fait exactement le tour de la frontière, et pardon, pas un oursin, un hérisson. Et un hérisson, quand il se met en boule, c'est l'anneau qui est à la limite dorso-ventrale qui, en se contractant, le transforme en boule. Ça, c'est une image en microscopie électronique à balayage. Et on voit que ici, la patte, donc ça a été figé exactement au moment où ça allait plier. Là, la future partie dorsale est là, la future partie ventrale est là. Et ici, on a
Ici, c'est l'anneau qui va fermer le ventre. Et ici, c'est l'anneau qui va créer le sac amniotique. Alors déjà, sur cette image, on ne reconnaît plus que en fait, la colonne vertébrale a pour origine un autre anneau. C'est déjà tellement déformé, n'est-ce pas? Et ici, on voit que la peau ventrale et la peau dorsale, dont l'ectoderme ventral et l'ectoderme dorsal, sont caractérisées par des cellules différentes. Les cellules dorsales sont plus petites que les cellules ventrales. Donc, les cellules qui vont faire le dos, elles sont là. Les cellules qui vont faire la partie ventrale, elles sont là. Ça plie comme ça. D'accord? Pardon, ça plie comme ça. Et vous vous retrouvez avec une partie ventrale et une partie dorsale. Et comme par hasard, la partie dorsale est plus avancée en différenciation que la partie ventrale. Donc, effectivement, quand vous regardez des animaux, c'est plus riche le dos d'un animal que le ventre d'un animal. Si vous cherchez des aiguilles, des épines, des choses un peu intéressantes, c'est souvent sur le dos que vous les trouverez et rarement sur le ventre. La carapace du tatou, c'est sur le dos, ce n'est pas sur le ventre. Là, c'est une image vue en très gros plan de ces coordonnées. Vous avez des cellules qui, en s'alignant et en mettant tous leurs polymères ensemble, ont fabriqué un micro-tendon. Tout ça devient coopératif et c'est ça qui fait les forces qui causent la morphogénèse. Et la force totale, c'est 10-12 newtons. Alors, je vous épargne les détails, mais c'est 10-12 newtons, c'est 1 centigramme. 1 centigramme. Donc, je ne sais pas si vous représentez 1 gramme. Bon, je ne sais pas si vous représentez 1 centième de gramme. D'accord? Un carreau de sucre, c'est à peu près 5 grammes, 10 grammes. Vous voyez, 1 centième de gramme, c'est le poids d'un millième de carreau de sucre. La force développée par 1 millième de carreau de sucre, c'est ça qui cause la formation des embryons. Vous voyez, imaginez que je coupe ces petits tendons et je veuille fabriquer les embryons en tirant dessus. Mais j'ai coupé le tendon biologique. Je vais mettre un petit élastique à la place. Je prends le petit élastique, je le passe dans une poulie. Je mets une petite balance et je mets dessus 1 millième de carreau de sucre. La traction exercée sur l'élastique, ça suffit à fabriquer l'embryon. Vous voyez, c'est pour vous donner un ordre de grandeur des forces mises en jeu. C'est très faible. Mais évidemment, c'est très, très mou. La gélatine, elle a ce qu'on appelle un module élastique de 200 newtons. Donc, c'est très, très, très mou. Vraiment très mou. C'est, je ne sais pas, 1000 fois plus mou que du caoutchouc. Donc, pour résumer, vous avez des anneaux concentriques. Ça se contracte. Là, j'ai représenté par une étoile l'anus. La petite flèche noire symbolise la contraction. Ça se contracte en chaîne. Et le résultat, c'est une espèce de bosse qui va être la patte et une espèce de creux qui va être le trou du sac amniotique. Donc, la queue, elle passe au-dessus de l'anus et au-dessous du sac amniotique. Tout ça est parfaitement organisé. Alors, évidemment, on ne peut pas quand même négliger ou complètement passer sous silence c'est quoi qui fait ces forces. Donc, quand on regarde de très très près, c'est la même chose que les molécules qui font les muscles. Donc, en fait, les embryons, c'est une galette molle qui fait du sport. Elle fait son exercice physique. Simplement, une galette molle qui fait de l'exercice physique, c'est instable, c'est déformable, ça devient le bébé. Le bébé aussi, il fait de l'exercice physique depuis le début. Il fait de l'exercice physique. Mais en fait, il a déjà commencé à faire de l'exercice physique avant que d'être un bébé. Simplement, au début, l'exercice physique, ça consiste à se faire. L'exercice physique, il est exercé par des molécules qui sont alignées et qui ont la particularité de tirer l'une sur l'autre. Ça les fait glisser, ça cause des tractions. Donc, pour ceux qui savent, c'est le couple actine-myosine. Et il y a une tête, ce qu'on appelle la tête de myosine qui est là, qui a une espèce de forme de fléau, un peu de bielle, une forme de fléau. Et la tête de myosine, qui est fixée au brin d'actine, sous l'effet de la présence d'ATP, elle tire, elle change de conformation. Donc ça se décroche, ça s'accroche, ça tire, ça se décroche, ça s'accroche, ça tire, et donc ça cause une force moyenne qui est une force de traction. Donc l'ATP
c'est ce qui va causer l'ancrage et la tension. D'accord ? Donc, typiquement, la rigidité cadavérique, c'est quand tous les sites sont saturés et tout est bloqué. Bah, à ce moment-là, votre petit fléau, votre bielle, elle est bloquée entre les brins d'actine dans position attachée tendue. C'est la cause de la rigidité cadavérique. Mais dans un embryon normal, un être humain normal, sous l'effet d'ondes calcium, donc sous l'effet de la composition ionique du milieu, ça contracte ou ça décontracte. D'accord ? Et indirectement, c'est la polarité électrique qui va commander, donc votre influx nerveux qui va commander les muscles. En changeant la polarité de la surface, vous changez les flux ioniques et ça change l'état de contraction, de décontraction. Donc en réalité, les anneaux dont j'ai parlé, c'est des micro-muscles, des prototendons qui ont la capacité de se contracter comme des muscles. Voilà. Simplement, la configuration initiale, c'est des anneaux concentriques. Alors, j'ai terminé mon premier exposé. Je vous ai expliqué la formation d'un corps dans un sac. Mais je n'ai pas parlé du visage. Donc maintenant, je vais fermer cet exposé et je vais faire une pause et commencer l'exposé sur le visage.